Nous passâmes une bonne partie de la nuit à boire et à manger sur le toit du restaurant, comme nous le faisions si souvent l'été précédent. Comme je l'avais imaginé, Mathilde s'était installée chez Alphonse. Un peu après l'enterrement d'André, elle avait rencontré un homme qu'elle avait épousé. Un drôle de garçon qui oscillait entre amour et haine envers tout le monde. Un jour il l'aimait, le lendemain il la frappait. C'était un type de la ville avec un peu de rente. Enfin, cette bête avait fini par la chasser, et elle avait échoué chez Alphonse dans un bagage de tristesse. Nous ne donnons jamais notre amour aux bonnes personnes. Kader nous parla d'une affaire qu'il avait faite à la librairie nationale, où il avait déniché un vieux livre qui expliquait avec force schéma le moyen de donner dans les poudres et explosifs en tout genre. Il avait déjà fomenté le projet de faire sauter la statue Catherine en ville. Cette grosse bourgeoise l'aura bien mérité, disait-il avec un air entendu. Et Alphonse, qui avait absorbé le rouge de la nappe sur ses joues, tomba de sa chaise tant il riait. L'équipe était presque au complet. Il manquait quelques-uns des étudiants querelleurs et candides que nous allions glaner dans les lycées de la rue Montaigne, et le tableau serait plein. Il y avait quelque chose dans l'air. Nous étions comme à notre apogée. Sous sa bonne humeur, Alphonse cachait quelque chose que je n'aurais su définir. Quelque chose de bien moins riant. En cet instant précis où nous rions dans la chaude lueur des bougies du toit Saint-Honoré, je réalisais que cet été serait différent des autres. Une créature s'était mise en mouvement parmi les ombres. La voix de Kader résonnait comme le craquellement d'une chrysalide. Promesse imperceptible d'un papillon dans la nuit. Le lendemain fut plus chaud encore. J'allais donner à mes parents leur visite hebdomadaire, accompagné d'une jeune amie que je m'étais faite dans la nuit précédente. C'était une lettrée qui, faute d'avoir eu les écoles de la capitale, était venue jeter son dévolu sur les bancs affalés de la petite académie du quartier des Roturiers. J'avais appris de son oreiller qu'elle logeait dans un des appartements de la maison bourgeoise place des Vaux. Ses parents, d'aspirants nobliaux, qui vivaient sur la crasse des habitants d'une mine de charbon dans le Pas-de-Calais, avaient accepté de payer un semblant d'éducation à leur fille en échange de la promesse de se trouver un bon parti. Promesse qu'elle prenait très au sérieux, disait-elle dans un rire, en allant d'un pas décidé vers la cossue demeure de sa belle famille. Elle s'amusait à me prendre le bras en me racontant, dans fortes tirades et avec force détails, comme ses parents étaient des gens foutres privés de tout sens moral, qui, s'ils arrivaient parfois à jouer l'apparence des oies porcines de la noblesse parisienne, n'arriveraient jamais qu'à être la mauvaise parodie de la sandale d'un noble de la glorieuse Grèce dont elle étudiait les vertus. Cette fille ne perdait pas son temps en des platitudes informes, et ses mots étaient d'une intransigeance qui révélait un cœur pour la justice et la vérité. Ses yeux pères apportaient à l'ensemble quelque chose de charmant, si bien que, lorsque son regard croisait le mien au hasard d'une embardée dans la chaussée, son sourire éclipsait le soleil, et le monde semblait se dépeupler pour ne plus exister qu'en elle. Le repas passé, nous passerions l'après-midi au soleil à refaire le monde. Pendant notre ascension, m'était apparu un désir profond de ne la garder que pour moi, d'en faire un secret dont le reste de la bande serait privé. Je nous voyais au loin, sur quelque île d'Italie, où il ne fait jamais triste, et nous vivrions ainsi pour toujours, aux dépens du laid monde des autres, aux dépens du malheur, aux dépens de la mort. Nous passâmes un repas tranquille de début d'été, à discuter de choses joyeuses. Puis mon père, fatigué par la goutte qui le faisait toujours souffrir, alla se coucher sur le divan, et nous nous esquivâmes, comme deux ombres lumineuses. Nous glissâmes jusqu'aux herbes hautes du bout du terrain, où un lézard vert nous regardait pour nous lancer des regards jaloux de célibataires. Assis face à la vallée qui abritait Belbourg, nous nous tûmes pour écouter le silence respirer. Un milan tournait au-dessus des champs de blé vert, sur les encouragements des grillons. Nous sommes restés un moment comme ça. À force d'écouter,
J'entendais son cœur me communiquer son bonheur. Nous sommes partis dans l'après-midi. Kader m'attendait, assis à la terrasse du Jean-Georges qui était pleine à craquer. J'ai raccompagné Alizée chez elle, puis j'ai retrouvé Kader autour d'un grog infusé à la menthe. Le lendemain, nous devions nous trouver aux portes de la ville à 8 heures pour aller ramasser les framboises, les fraises musquées et les myrtilles. L'industrie avait emporté les familles vers les villes. Le ramassage n'intéressait plus personne, alors nous avions récupéré les heures et le salaire qu'ils avaient laissés derrière eux. C'était un travail épuisant, et l'été s'annonçait particulièrement chaud. Penché sur les plants, le soleil vous tordait le dos, vous brûlait la nuque et vous enflammait les épaules. Nous savourions notre grog trop cher, avec des regards de circonstance, quand le patron surgit de sa cave comme un beau diable, en portant un lourd tonneau sur l'épaule. Nous fêtâmes le retour des beaux jours dans des pintes bien fraîches. Dans le soir tombant, nous avons rejoint le reste de la troupe au Saint-Honoré, la tête rieuse. Alphonse était accompagné de 2 étudiants et du père Méras, en plus de Mathilde.